Joël qui a une mission très particulière aujourd'hui, qui est nous parler de la myopie. En fait, on parle tellement de myopie, tellement d'épidémiologie, de pandémie et d'épidémie, qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait en tirer et comment synthétiser ce sujet d'actualité, parce qu'on en parle partout. Et, Très bien. merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation, merci Clémence, merci pour l'accueil fantastique. Et puis cette année, le soleil, donc je ne vais pas pouvoir faire de blagues sur ton beau sourire, mais c'est pas grave, on l'apprécie encore mieux. Épidémiologie et prise en charge médico-chirurgicale en 8 minutes, c'est un peu un challenge. Donc on va survoler un petit peu le sujet, on va essayer d'avoir quelques notions. Donc oui, la myopie évolutive est un enjeu sanitaire et oui, il existe bien une épidémie de myopie et toutes les études le montrent et aussi quand on étudie la projection sur des années prochaines, ça devient vraiment franchement inquiétant. Quand on sépare, bien sûr, on n'est pas tous égaux, hein, bien sûr, il y a de la génétique, il y a tout un tas de choses, mais si on regarde un petit peu dans tous les pays et dans tous les continents, ce qu'on a aujourd'hui en vert et ce vers quoi le pourcentage de myopie, vers quoi on se projette dans les années 2050, ça devient vraiment inquiétant. Et même en Afrique, qui a très peu de myopie à la base, on voit des augmentations qui sont vraiment incroyablement élevées. Et donc si on regarde un petit peu, actuellement on est à peu près à un tiers de myopie et on projette qu'en 2050 il y aura à peu près la moitié des gens qui seront myopes, avec surtout une augmentation aussi des myopies fortes, et c'est surtout là, nous ophtalmos, qu'on est concernés, avec tous les problèmes que ça va poser, avec si on passe de 5 à presque 10%, ça va être 1 milliard de myopies fortes, avec beaucoup de conséquences qu'on va survoler. La presse, bien sûr, s'en est un peu emparée, avec dans toutes la presse de vulgarisation, etc., avec tous myopes, une épidémie mondialisée, le mal du siècle, myopiabium, surtout en Asie, bien sûr. Et l'OMS, en 2014, a déclaré la myopie comme vraiment maladie. Donc si on regarde aussi au niveau économique, ça va avoir des conséquences. Avec, à Singapour, 4 millions d'habitants, on estime qu'il y a 750 millions de dollars par an qui sont dépensés à cause de la myopie, que ce soit lunettes, lentilles et bien sûr aussi toutes les pathologies médicales. Donc ça a vraiment une conséquence importante, c'est à prendre en compte. Alors les risques de la myopie, on les connaît tous, on va les survoler, anomalies rétiniennes, décollement de rétine, cataracte, glaucome, avec surtout les problèmes que ça comporte. Bien sûr, le risque est beaucoup plus important en fonction du degré de myopie, surtout pour la maculopathie myopique, le décollement de rétine qui augmente en fonction du degré de myopie, de façon quasiment exponentielle pour la maculopathie, le décollement, mais aussi un peu pour la cataracte, et aussi également pour le glaucome, avec, on va y revenir, des problèmes particuliers. Donc, bien entendu, quand on a ces maculopathies qui sont très évoluées, les patients peuvent avoir 10 dixièmes pendant très longtemps, mais des altérations majeures du champ visuel, et avec des problèmes, notamment pour l'aptitude à la conduite, que ça peut poser, et faire comprendre au patient que même avec 10 dixièmes, il n'a peut-être pas le droit de conduire. Les anomalies centrales, maculaires, alors bien sûr les membranes épirétiniennes, mais surtout le fovéoschisis du myope fort, avec cet aspect très particulier qui est vraiment comme un trou maculaire, d'ailleurs la symptomatologie est identique, parce que la limitante interne de la rétine n'a pas la même élasticité que les autres tissus myopiques, et avec toutes les difficultés opératoires que ça peut avoir, d'un œil très long, d'un œil avec peu de contraste, un fond d'œil très blanc, même si on utilise des colorants, on les voit mal, le fait d'être très long, ça oblige à rapprocher les instruments, on touche les lentilles, on est très verticalisé, on n'est pas dans une situation à l'aise, et comme l'avait décrit Alain Godric et surtout Ramin Tadayoni, des techniques pour épargner la fovea et ne pas créer un trou maculaire quand on opère ces cas-là en faisant du foveal sparing, où on va disséquer tout autour et on va laisser un petit bout de limitante interne pour ne pas créer un trou, pour ne pas être iatrogène. Donc des cas difficiles, les trous maculaires bien sûr aussi, avec la particularité chez le myope fort, surtout quand il y a un staphylome, que ce trou maculaire se transforme en un décollement de rétine du pôle postérieur, qui là aussi n'est pas toujours simple à traiter, et les greffes de membrane amniotique nous sont très utiles, surtout dans ces cas difficiles actuellement. Les néovaisseaux, bien sûr, les néovaisseaux du myope fort, ils sont petits, ils sont plus difficiles à diagnostiquer. Il
n'y a pas toujours l'hémorragie, il n'y a pas toujours l'exsudation, les logettes, il y a parfois juste un petit peu de gris sous-rétinien. Et là, plus que jamais, c'est le patient a toujours raison. La moindre symptomatologie du myope fort doit être prise en compte. Et même si vous ne voyez rien, il faut s'acharner à trouver, si le patient vous dit qu'il a une métamorphopsie récente, il a forcément quelque chose. Ce n'est pas forcément un névrosome, ça peut être une rupture de la membrane de Brooke, mais il faut vraiment s'acharner à trouver quelque chose. L'OCTA et toute la multimodalité nous y aident aujourd'hui. Un petit truc aussi pour la macula bombée, c'est une pathologie assez typique du myope fort, comme si l'œil avait voulu diminuer artificiellement la myopie en poussant le pôle postérieur vers l'avant pour essayer de récupérer l'image qui était focalisée en avant. Et le truc, c'est que si on fait que des lignes horizontales, on peut tout à fait passer à côté du diagnostic du macula bombée, comme chez ce patient, où la ligne horizontale est normale, on voit un dessert, on va s'acharner à trouver un néovaisseau. Faites juste une ligne verticale, vous avez le diagnostic. Bien sûr, le décollement de rétine, une urgence chirurgicale, il est plus fréquent, plus grave et corrélé à la longueur axiale de l'œil, plus difficile à traiter et avec globalement des résultats fonctionnels moins bons chez le myope fort que chez les métropes. La cataracte, sa fréquence est augmentée. On peut se dire que finalement, ça peut être une bénédiction, la cataracte chez un myope fort. On va traiter aussi son problème réfractif, mais c'est une chirurgie plus difficile quand on a cet allongement énorme de segment antérieur, quand on met les instruments dans l'œil, où on se retrouve avec un cristallin tout au fond, là encore très verticalisé, on n'est pas toujours très à l'aise. Un petit risque de décollement supplémentaire et bien sûr examiner la périphérie. Pour le glaucome, ça peut être un vrai cauchemar, le myope fort dans le glaucome. Il y aura une session glaucome cet après-midi, mais avec déjà les patients qui ont d'emblée souvent une disversion papillaire, avec naturellement, à cause de cette disversion, un scotome qui peut vraiment ressembler à un géroume, c'est pas facile à suivre. Et puis faire un RNFL quand il y a une atrophie comme ça de la péripapillaire, le RNFL ne vaut rien. Donc si le champ visuel n'est pas fiable, si le RNFL n'est pas fiable, il ne reste plus que l'attention pour les surveiller, c'est vraiment pas facile. Donc, le combat chez nos enfants, puisque c'est chez eux que la myopie est évolutive, il est important. Chaque dioptrie compte, la surveillance doit être importante, et il ne faut pas oublier de continuer à surveiller les patients opérés de chirurgie réfractive, les patients opérés de cataracte, les patients sous orthoca qui ont l'impression qu'ils ne sont plus myopes, surtout si c'était des myopies fortes initialement, ça reste des rétines myopes. Alors, quelles sont les causes, les facteurs génétiques? Un parent myope, c'est multiplié par 3. 2 parents myopes, on multiplie le risque par 7. Ce n'est pas ça qui explique l'épidémie. C'est à prendre en compte, mais ça n'explique pas l'épidémie. Alors, qu'est-ce qui explique cette épidémie? Ça va être principalement 2 facteurs qui ont été mis en évidence par des études très sérieuses. Ça va être le travail de près et le manque d'exposition à la lumière naturelle. La lumière naturelle qui a son spectre complet, les lumières artificielles ont surtout des pics dans le bleu et très peu de rouge, et c'est probablement ça qui est délétère. Donc 2 heures par jour en extérieur diminue d'un tiers la progression de la myopie. Donc vous voyez les causes, peu d'extérieur et beaucoup de près augmentent de façon vraiment exponentielle le risque d'augmentation de la myopie. Pourquoi? Parce qu'il y a une défocalisation hypermétropique, il y a eu des études chez l'animal qui ont été faites, et en défocalisant vers l'arrière ou vers l'avant, on va soit provoquer un épaississement choroïdien pour rattraper l'image, soit au contraire augmenter la longueur axiale de l'œil. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir le traiter, notamment par les verres correcteurs qui vont ramener vers la rétine cette défocalisation hypermétropique que provoque le verre de myope sur cet œil qui n'est plus sphérique qu'est l'œil myope. Donc voilà, les mesures préventives, donc favoriser l'extérieur, favoriser la lumière du jour, diminuer la vision de près, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes chez nos enfants, peut-être pas en arrivant comme ça chez les Chinois qui ont eu des mesures un peu radicales avec ces tables qui empêchent les enfants de se mettre le nez sur leurs feuilles quand ils écrivent, et c'est très ingénieux parce qu'on peut retourner la tablette et au contraire les obliger à poser quand ils lisent leur livre pour être vraiment à une grande distance de leurs yeux, donc limiter la vision de près. Donc qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a eu des consensus. Donc la sous-correction, ça ne marche pas, ça ne sert à rien de sous-corriger les myopes, c'est pas ça qui va empêcher leur myopie de progresser. Les verres teintés, bifocaux, progressifs, monovision et LRPO, ça ne marche pas pour limiter la progression de la myopie. Qu'est-ce qui marche? C'est augmenter le temps en extérieur, diminuer les écrans. L'atropine encolire, ça marche, mais avec des problèmes de rebond à l'arrêt. Les verres spéciaux Stellest, ça marche. L'orthokérato, ça marche. Les
anti-souple spécial pour la myopie, ça marche également. Voilà, je vous remercie. Bravo Joël, c'est très intéressant parce que c'est vraiment le sujet du moment. Et j'avais une petite question, et moi j'ai pas l'expérience des verres freinateurs de myopie, du coup prescrit plutôt jeune enfance, 9, 10, 11 ans. Est-ce qu'au long terme ça marche? Même avant. Il faut le garder à vie. Dès qu'une myopie augmente de plus de 0,75 en un an, chez un enfant, même petit, et c'est surtout chez eux que c'est le plus facile à supporter. Les verres freinateurs, c'est pas facile à supporter à 12-15 ans. Du coup, il faut arrêter à 12-15 ans, tu dis? Non, je dis pas qu'il faut les arrêter, il faut les prescrire bien avant. Il ne faut pas attendre qu'ils aient -5, chaque dioptrie compte. Il faut, dès qu'un enfant qui augmente sa myopie de 0,75 en un an, il faut qu'il ait des verres freinateurs aujourd'hui, même à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. Et le plus tôt sera le mieux, et le plus tôt sera le plus facile à supporter. Ok. Verre freinateur, on retire le portable. L'atropine, s'il ne supporte pas, et on attend d'avoir des formes galéniques adaptées, etc. Avec attention, s'il arrête ou s'il oublie, le risque de rebond qu'a l'atropine, que apparemment n'ont pas les verres freinateurs. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette myopie épidémique? Il avait été évoqué fut un temps l'intérêt des lentilles, de l'orthoca aussi, mais des lentilles de façon globale dans la freination de la myopie. Est-ce que pour toi, dès le plus jeune âge, tu vas vers les nouvelles lentilles de freination de la myopie, ou est-ce que tu restes modéré sur cette prescription? Je suis pas prescripteur de lentilles et j'ai une patientèle très peu orientée vers les enfants, comme tu le sais. Mais globalement, l'orthoca, ça marche très bien. Je pense que dès l'adolescence, on peut le prescrire. Ma fille en a bénéficié avec un grand succès. Et voilà, chez les enfants ou chez les ados qui ont du mal à supporter les verres freinateurs, à mon avis, c'est la bonne solution. Chez les tout petits, ils supportent tellement facilement les verres freinateurs qu'il faut les prescrire. Verres freinateurs chez les petits, et chez les plus grands qui ont du mal à supporter, ça peut arriver assez fréquemment. Voilà, l'orthoca, c'est une bonne solution. Merci Joël.